La tablée des femmes. Bonsoir et bienvenue à la Tablée des femmes. Donc, nous sommes à la deuxième partie de l'émission spéciale où on parlait des dames de l'histoire, des femmes noires extraordinaires, comme mes deux super animatrices, Tam et Jess. Hello! Hello! Et bien sûr, notre invitée, Miss Winnie G. Salut! Allô, oui. Hey! On va cheers on that. Puis, on va Cheers. passer tout de suite à notre première dame de l'histoire. Cheers! Oh yeah! Alors, Winnie, si tu pouvais nous parler de Juanita Westmoreland Traoré, qui a été la première juge noire du Québec. Exact. Donc, l'honorable Juanita. Donc, en fait, c'est une femme que j'aime vraiment beaucoup parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre d'elle, surtout aujourd'hui, en 2021. Donc, juste pour vous dire, Juanita, elle est née en 1942, le 10 mars 1942. Donc, c'est une Bélie de taille. Donc, elle a aujourd'hui 78 ans. Et pourquoi je dis que c'est quelqu'un qui est un exemple à suivre? Parce que à la base, elle est née au Québec, bien sûr. C'est une Québécoise. Mais ses parents sont originaires de la Guyana. OK? Et elle a un parcours de fou. Côté études et tout, elle est extraordinaire comme personne. Genre, juste pour vous dire, elle est diplômée de la faculté de droit de l'Université de Montréal en 1966. Elle détient un baccalauréat en art du collège de Marianopolis et d'un doctorat d'État en droit public et sciences administratives de l'Université de Paris. Donc, c'est pas n'importe qui. Elle a un parcours vraiment spécial, surtout qu'on sait qu'elle vient d'une petite famille modeste, des parents immigrants qui ont quitté la Guyana pour venir ici dans les années 40. Donc, c'est extraordinaire de voir qu'elle a pu monter les échelons comme ça au Québec pour devenir la première juge noire. Et ce que j'aime beaucoup avec l'honorable Juanita, c'est que tout son parcours, malgré qu'on vient de voir quelles études extraordinaires qu'elle a faites, elle a toujours été une personne qui est très, très engagée envers sa communauté. Et quand je dis sa communauté, ne pensez pas à Guyanaise et c'est tout, non. Je parle vraiment des Noirs au Québec et la cause des femmes aussi. Elle a toujours été préoccupée. Elle a participé dans plusieurs organismes qui aidaient les femmes, pour plusieurs organismes qui aidaient les nouveaux arrivants. Donc, elle a un parcours très, très humain, en fait. Et c'est pas pour rien qu'elle a eu plusieurs titres honorifiques et pour désolée, je perds mes mots, pour honorer le travail qu'elle a fait. Et c'est une femme que j'aime beaucoup, beaucoup parce que n'oubliez pas, bien qu'officiellement au Québec, on n'avait pas de ségrégation dans des lois officiellement, mais il y avait la ségrégation au Québec. Il y a des Noirs qui se faisaient refuser l'entrée au Centre Bell. Il y a des Noirs qui se faisaient refuser l'entrée dans des bars. Donc, exactement. Donc, de penser qu'une femme née durant ces années difficiles-là a pu se rendre aussi loin et devenir la première juge noire, je trouve ça extraordinaire. Je me dis, waouh, ses parents lui disaient quoi la nuit avant qu'elle dort? Et surtout, ce que je trouve le plus intéressant avec elle, c'est que très souvent, on se rend compte dans notre communauté haïtienne spécialement, mais noire aussi, plus les gens sont éduqués, plus ils s'élèvent et plus ils prennent de la distance avec leur communauté. Ça, c'est quelque chose que C'est vrai. on peut le voir, on peut très bien le voir, mais de voir que cette femme, elle a commencé en étant impliquée dans la communauté et que même une fois devenue juge, elle n'a jamais tourné le dos à ses valeurs. Elle a continué de parler pour ceux qui n'avaient pas de voix. Donc, je trouve ça extraordinaire
connaît Juanita et qu'elles sont encore en vie. On peut lui parler, elle fait des conférences de temps en temps. Donc, je pense que ça se voit là. C'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc, en 2001, l'UQAM a décerné un doctorat honoris pour l'honorer, justement. Et nous, en tant qu'Haïtiens, ben, c'est sûr que ça vient nous chercher. En 1991, Juanita, elle a été conseillère des Nations Unies auprès de la Commission de vérité et justice en Haïti. Donc, c'est sûr que ça vient nous chercher. Elle ne s'est jamais limitée à être voici ma communauté guyanaise et puis voilà, c'est tout. Elle était vraiment là pour toutes les communautés noires et je dirais même pour tout le Québec parce que dans ses combats pour les femmes, elle était là pour toutes les femmes. Donc, vraiment, un exemple à suivre et le Québec, bien sûr, ne pourra pas oublier le nom de cette grande femme. Wow! Yes. On continue notre cheers! Oui! Cheers! Pour cette femme. Cheers, Juanita. Donc, la deuxième femme, là, Winnie, Wangari Muta Maathai, qui est la première femme africaine à avoir eu le prix Nobel de la paix. Exact. En 2004. Elle est également une biologiste et une écologiste. Donc, est-ce que tu peux nous parler de cette femme plus en profondeur? Donc, Wangari Muta, wow, une femme que j'aime beaucoup parce que son nom commence par un W, comme moi. Ça m'apprend pas plus dans la vie, là. Elle a un parcours atypique, mais extraordinaire. Et ça date de hier. Hein. Elle est quand même décédée en 2011. Oh, c'est récent. Oui, elle est décédée en 2011. Et c'est toujours d'actualité parce qu'elle était impliquée dans le projet du Green Belt. Le Green Belt, c'est l'idée de construire une ceinture verte pour plusieurs pays d'Afrique de l'Est qui sont menacés par l'avancée du désert. Fait que le fait de créer un bouclier, un genre de ceinture, mais d'arbres, ben, ça viendrait stopper l'avancée du désert. Donc, elle a fait partie de ce projet-là. Elle l'encourageait. Donc, c'est pas pour rien que c'était une écologiste parce qu'elle parlait à ses contemporains de l'importance de planter des arbres parce que qu'on y pense ou qu'on n'y pense pas, les peuples qui sont menacés par le désert, ben, ils sont aussi menacés par la famine parce que plus le désert avance, plus les terres fertiles, ben, t'en as de moins en moins. Donc, elle était déjà très sensible, très sensible à cet enjeu de l'époque, mais qui est toujours un enjeu aujourd'hui. Et ce que j'aime beaucoup avec Wangari, c'est le fait que c'est une femme qui aurait pu avoir un parcours des plus banals. Elle vient d'une famille pauvre au Kenya, au moment où le Kenya était encore une colonie. Donc, elle vient d'une famille pauvre, elle est la 7e, donc l'aînée d'une famille de 7, et elle va décider de prendre son éducation en main, chose qui est très, très rare dans ce contexte-là, parce que sachez qu'en Afrique, le travail de la terre, c'est souvent les femmes que vous allez retrouver. Dans les champs, c'est souvent les femmes. Et j'ose même pousser ma loque en disant qu'en Haïti aussi, les marchandes que vous voyez sur la place publique, ben, très souvent, elles vont être dans leur jardin à faire pousser ce qu'elles vendent sur le marché. Donc, en Afrique aussi, c'est beaucoup les femmes qu'on retrouve dans le milieu agricole. Donc, elle aurait pu passer une vie banale dans les champs, à semer, récolter, et puis voilà, c'est tout, venant d'une grande famille, en plus étant une femme, une jeune fille. Donc, on peut imaginer très facilement que, bon, Wangari, ce serait une Wangari parmi tant d'autres. Mais elle va prendre son éducation en main, elle va gagner des bourses qui vont lui permettre d'aller étudier en Europe, elle va même faire des études aux États-Unis aussi. Mais ce que j'aime le plus avec Wangari, c'est qu'elle n'a jamais oublié quelle était son intention. Parmi tous ces voyages qu'elle va faire pour acquérir du knowledge, pour acquérir de la connaissance, elle savait que la chose qui l'intéressait le plus, c'était son village, son pays, savoir comment aider les miens, comment faire en sorte de bloquer l'avancée du désert, mais aussi de prévenir ceux que le désert n'a pas encore avancé, mais comment faire en sorte de prévenir la chose avant que ça arrive.
Fait que, juste pour vous dire, on n'y pense pas beaucoup malheureusement dans nos pays, le côté écologique, parce qu'on a l'impression que c'est les pays du Nord qui sont touchés, c'est eux les pollueurs. Donc, c'est pas un discours, on n'en parle pas beaucoup. Donc, déjà de voir que cette femme-là, dans les années 90, 80, elle avait déjà ce discours de faites attention, la nature peut faire beaucoup de ravages. Je trouve ça extraordinaire. Donc, c'est une femme africaine qui avait un tel discours et qui a travaillé pour bloquer l'avancée du désert. Donc, vous voyez que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc, c'est ce qui va lui amener le prix Nobel de la paix parce qu'elle va mettre, c'était pas juste de parler, de dire aux gens de faire attention, mais c'était de mettre des actions concrètes pour planter des arbres, pour bloquer l'avancement du désert. Et c'est ce qui va lui vouloir, bien sûr, le prix Nobel de la paix, parce que vous pouvez vous dire les embûches qu'elle a dû traverser à cause de ses origines modestes. Ça, vous pouvez déjà vous en douter, les discours qu'elle a dû affronter au fait qu'elle était une femme, donc de quoi tu te mêles, qu'est-ce que tu sais, etc. Donc, je l'aime beaucoup parce que je la trouve très courageuse et c'est pas avec des projets comme ça que tu sors ta famille de la misère. C'est pas, tu sais, elle est la septième d'une grande famille. Ouais. Donc, c'est pas avec des discours comme ça que tu sauves ton village. Mais elle savait que ce qu'elle avait à faire était beaucoup plus grand que son village, beaucoup plus grand que son pays. Donc, c'est cet héritage-là qu'elle nous laisse, Wangari. Donc, elle a eu le prix Nobel de la paix. C'est la première africaine qui l'obtient. Et il ne faut pas oublier non plus qu'en 2006, elle a été nommée chevalier de la Légion d'honneur. Donc, on l'a honorée pas mal. Il y a plusieurs documentaires qui parlent d'elle. Et je pense que justement aujourd'hui, en plein corona, en plein confinement, vous savez, au début, on parlait beaucoup du réchauffement de la planète, du fait qu'on disait que la planète a pris une pause depuis qu'on est plus à la maison, qu'on est moins à l'extérieur, qu'on achète moins de choses. On a l'impression que la planète a juste dit, OK, let me take a break. Je pense que c'est encore plus d'actualité de parler de tout ça, de notre empreinte écologique, que ce soit dans les pays du Nord que dans les pays du Sud. Et elle a amené une conversation qu'on n'avait pas beaucoup dans nos pays. Les rares fois qu'on entend parler d'écologie par rapport à nos pays, ben c'est souvent parce que tu es au Canada puis qu'on parle de l'écologie en Haïti. Ou bien qu'on parle de l'écologie au Sénégal. C'est souvent à l'extérieur qu'on va entendre ce discours. Donc, elle s'est réappropriée tout ça et je trouve ça extraordinaire, en fait, qu'une Africaine ait pensé à des solutions pour l'Afrique. Donc, voilà, Madame Wangari Wuta Mata. Cheers! Oh yes! Notre héritage. Yes! Donc, on va parler de notre dernière femme. Et à tous ceux qui me connaissent, c'est que je magane les noms, puis j'espère que je vais bien. Hatshepsut, la reine d'Égypte. Je l'ai eu? Ouais, tu l'as très bien eu. Merde, parle-nous d'elle. La seule chose, c'est que sûrement Hatshepsut t'aurait coupé la tête si elle avait entendu que tu as dit que c'était une reine, car ce n'était pas une reine, c'était le pharaon. Oh, wow. Ouais, c'est ça. Wow. Vous allez mieux comprendre tantôt pourquoi je dis ça. Hatshepsut, c'est une femme que j'aime énormément, mais vraiment, écoutez, je pense que vous m'avez gâté là. J'ai parlé des femmes que j'aime. Mais Hatshepsut, c'est un autre level. Des fois, je fais des ateliers sur le Black Feminism, le matriarcat, surtout matriarcat et Black Feminism. Et je m'amuse justement. Hatshepsut, elle est dans ma liste, vous comprenez pas. Il n'y a pas une fois que je fais une conférence sur les femmes que Hatshepsut, elle n'est pas là parce qu'elle est extraordinaire. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, Hatshepsut, elle est née vers 1508 avant notre ère. Donc, avant notre ère, pour ne pas dire avant Jésus-Christ. Donc, pour mettre tout le monde sur le même bateau, pour que tout le monde est content. Là, voilà, c'est laïque. OK, voilà. Donc, 1508 avant notre ère. Elle est née en Égypte ancienne, bien sûr. Et son père, c'est important de suivre, là, parce que les mêmes noms vont revenir 3 fois
OK? Puis c'est pas la même personne. OK. Son père, c'est le grand Toutmoses. OK? Un grand pharaon, vraiment, qui a fait... Son nom est resté, OK? Mhm. Elle est la fille du grand Toutmoses. Juste pour vous dire, le pharaon, il était polygame. OK? En Égypte, le pharaon avait le droit d'être polygame. Plus le pharaon avait d'enfants, plus il était considéré comme étant riche et plus il était considéré comme étant fertile et plus le Nil, donc vous savez, le Nil, sans Nil, il n'y a pas d'Égypte. Hein? Ouais. L'Égypte est une oasis en plein milieu d'un désert. Si tu enlèves le Nil, il n'y a pas d'Égypte. Donc, plus le pharaon était fertile, et plus c'était considéré comme si c'était le Nil qui était fertile, parce que le pharaon était le représentant de Dieu sur terre. Le représentant d'Horus sur terre. Bon. On ne va pas rentrer trop vite. Ça va bien aller. Alors, son père, Toutmoses, il se rend compte qu'il a une jeune fille, une petite fille, dès l'enfance, très charismatique. Elle s'intéresse beaucoup à ce que son père fait, comment son père dirige. Elle est déjà attirée par ça. Mais c'est une petite fille, c'est mignon, c'est cute. Ben oui, elle a du caractère. Elle va être mariée au prochain pharaon, qui lui, il va prendre le nom que son père avait. Donc, ça va être Toutmoses II. Elle va être mariée à Toutmoses II. D'accord? Donc, à la mort de son père. Oui, parce que les noms sont souvent repris. C'est un peu comme Napoléon. Ça a été repris plusieurs fois. Mais Toutmoses II, c'est son mari. Donc, à la mort de Toutmoses, c'est Toutmoses II qui dirige. Donc, il reprend le nom du pharaon qui l'a précédé parce que c'est un grand pharaon. Donc, elle est mariée à Toutmoses II. Toutmoses II va avoir plusieurs femmes, mais elle est la reine, la mère reine, donc la femme principale, la mère reine. Et Toutmoses va avoir un fils avec une autre femme qui s'appelle Toutmoses III. C'est original. Hein? On arrête à 3, inquiétez-vous pas. On arrête à 3, OK? Le pharaon, plus il y a d'enfants, plus il est fertile, plus c'est considéré comme étant le pays étant fertile. Donc, elle est la reine-mère, qu'il est un enfant qui s'appelle Toutmoses III et que non, ça ne change absolument rien. Mais on sait que c'est le fils qui devrait normalement régner après Toutmoses II. Et là, Toutmoses II, il meurt. Lorsque Toutmoses II meurt, Hatshepsut dit qu'elle va diriger en attendant que Toutmoses III soit assez grand pour prendre sa place. Parce que c'était un petit enfant tout jeune, il ne pouvait pas diriger. Si elle ne faisait pas ça, c'était les grands vizirs avec toutes les intrigues de la cour qui allaient prendre la place. D'accord, le temps que Toutmoses III grandisse, on va laisser Hatshepsut. Donc, Hatshepsut, elle va être une reine extraordinaire. Au début, elle n'est que reine. OK? C'est une reine-mère. C'est pas quelque chose qui doit durer trop longtemps. On se dit, ben, le petit va grandir, puis bon, voilà, il va être prêt à prendre la place. Puis si jamais il est trop jeune, on aura des sages qui vont l'accompagner. C'est pas grave. Une femme qui dirige, ben, ça ne va pas durer trop longtemps. L'ordre naturel va être rétabli rapidement. Seulement, Hatshepsut, elle s'impose comme reine. En Égypte, un grand pharaon, c'est quelqu'un qui va conquérir des terres, qui va découvrir de nouveaux pays, de nouveaux produits, de nouveaux animaux, de nouveaux peuples, de nouvelles alliances. C'est ça, un grand pharaon, qui va terraciner ses ennemis. C'est ça, un grand pharaon. Eh bien, Hatshepsut, elle s'est toujours arrangée pour correspondre à ça. Organiser des expéditions en Afrique du Sud, comme un peu plus bas, sur les côtés, visiter les pays autour, des campagnes de guerre, le territoire qui devient de plus en plus grand. Donc, elle a été vraiment une grande reine jusqu'à ce que, ben, bien sûr, on commence à poser des questions comme « Oui, mais c'est parce que Toutmoses, c'est assez grand, là. C'est correct, là. Hein? C'est beau. Merci. Merci pour le service rendu à l'État. Il peut prendre la place. » Mais elle ne voulait pas renoncer à son rôle en tant que reine. Et là, c'est là qu'elle va créer le mythe de Hatshepsut. Alors, elle leur dit, écoutez, je ne suis pas la fille de mon père. Je ne suis pas la fille de Toutmoses. En fait, le roi Amon, le dieu Amon, il a pris l'apparence de mon père, il a été vers ma mère, et ils m'ont créé, ils m'ont fait. Donc, mon père Toutmoses n'est pas mon père, c'est le dieu Amon, le dieu suprême.
qui est descendu en personne me créer avec ma mère. Tu dis quoi à une reine qui te dit ça? Est-ce que tu peux lui dire qu'elle n'est pas légitime? Est-ce que tu peux lui dire qu'elle est une femme? Qu'est-ce que tu lui dis? Elle vient te dire, Amon, c'est mon père. Tu dis quoi? On dit là, c'est comme... Elle a assis son règne sur ce mythe-là de je suis la fille d'Amon. Je ne suis même pas son représentante. Je suis sa fille. La fois, c'est que tout le monde a cru comme... Mais c'est même pas une question de croire ou pas. C'est comme la démocratie. Il y en a qui disent, bon, moi, je crois pas dans la démocratie. Mais de façon générale, on y croit. Sinon, il n'y aurait pas des millions de personnes qui vont voter. Ouais, on adhère, ouais. C'est ça, avec nous. Ils pensent que c'est comme elle se fout de notre gueule, mais en même temps, t'es comme, théoriquement, je suis supposée y croire. Fait que si je montre que je n'y crois pas, c'est que je crois pas à tout et non pas juste à ça. Tu sais. Fait qu'elle a assis son règne là-dessus, mais comme c'était une grande reine, elle a pu vraiment régner longtemps, mais les intrigues se faisaient de plus en plus à la cour. Et la seule façon qu'ils trouvaient pour salir son nom, justement, parce que c'est une femme et elle dirige bien, mais la seule façon qu'ils ont trouvé, c'était avec des rumeurs, du commérage, disant qu'elle couchait avec le grand vizir qui construisait sa tombe et tout, parce que vous savez que les pharaons doivent construire leur tombe avant leur mort, donc disant qu'elle couchait avec son grand vizir. C'est des choses comme ça, puis c'est quelque chose qu'on voit dans l'histoire, c'est que très souvent, pour salir une femme, on va attaquer le côté sexuel pour salir sa personne. Donc, d'ailleurs, avec Hatshepsut, on a retrouvé en face de son temple, parce qu'ils ont découvert son temple, son immense temple extraordinaire, ben, en face, il y a une grotte de son temple et on voit un dessin d'elle sur le mur où elle serait en doggy, genre, avec tout derrière elle. OK? Fait qu'il y a un ouvrier, pendant qu'il est en train de travailler pour construire la tombe secrète, parce que les ouvriers, c'est toujours garder secret, hein, l'endroit où la tombe est faite. Lui, il s'est dit, moi, le pharaon, c'est une femme. Fait que lui, il s'est dit, ben, je vais la mettre dans une situation où elle est dominée par un homme en doggy. C'est juste pour vous montrer que les mentalités n'ont pas beaucoup changé par rapport à comment salir une femme. Et la chose la plus extraordinaire de Hatshepsut, qui fait que je parle toujours d'elle, non seulement elle a été une reine extraordinaire, mais elle s'amusait à envoyer Toutmoses justement dans les expéditions pour aller découvrir de nouvelles terres, parce que tu dois regarder loin, il est jeune, en santé, et il peut prendre sa place à tout moment. Mais quand Toutmoses en a eu marre, que justement à force d'aller faire des expéditions, qui s'est créé un nom de « Oh, c'est un jeune homme courageux qui n'a pas peur de l'ennemi », ben là, il est arrivé puis il a dit « Ok, c'est beau, c'est mon temps, là. » Elle a compris comme « Encore! » Fait que Moses a pris sa place, mais elle a régné plus d'une vingtaine d'années en Égypte, à Hatshepsut. Et quand Toutmoses va venir et qu'elle va mourir, il va dire, cette erreur qui s'est passée dans l'histoire, on va l'effacer. Cette anomalie qui s'est passée dans l'histoire, parce qu'on est sorti de l'ordre des choses, on va régler cette anomalie en l'effaçant. Donc, elle a été complètement effacée de l'histoire égyptienne. Complètement. Ces statues. D'ailleurs, pour essayer de faire oublier qu'elle était une femme, lorsque vous allez voir des statues de Hatshepsut, que ce soit à New York, surtout à New York, au musée Metropolitan, il y a une section Hatshepsut seulement là, de sa tombe. Vous allez voir, on la représente comme un pharaon parce qu'elle portait le chapeau du pharaon, elle portait la barbe en postiche du pharaon, oui, tout pour essayer de faire oublier en fait qu'elle était une femme. Exactement, elle portait la barbe en postiche et même les statues vont être torse nu, mais avec une torse... les seins sont aplatis. Exactement, les seins sont aplatis. Mais quand tu regardes bien, si tu ne sais pas que c'est une femme, tu ne le sauras pas. Et quand tu regardes bien la façon que ces seins sont faits, ils sont aplatis, mais tu vois que la taille elle est un petit peu trop. En fait, c'est grâce à ces statues qu'on a pu retrouver les traces de la reine Hatshepsut parce que toute nos histoires a fait en sorte qu'on détruise tout ce qui portait son nom. Et vous savez, à l'époque, l'objectif, c'était de rester dans l'histoire. La pire chose qui peut arriver à quelqu'un, c'est de tomber dans l'oubli. Donc,
Lui, il a fait effacer son nom partout où c'était mentionné. Son temps, bien sûr, il était caché secret. Tout était détruit. Et lorsque, des milliers d'années plus tard, qu'on va retrouver des traces d'Hatshepsut, ça a été une chasse aux informations parce qu'on n'avait aucune idée qu'une femme aussi puissante ait existé. Et c'est grâce aux statues, parce qu'à force que les chercheurs regardent les statues, ils disent, mais il y a quelque chose de pas normal dans la façon que la poitrine est faite, la taille, il y a quelque chose de pas normal. C'est qui ce pharaon-là? Et tranquillement, de recherche en recherche, ils vont finir par trouver sa tombe. Et c'est comme ça qu'elle va sortir de l'ombre, alors qu'on a tout fait pour l'effacer de l'histoire, de l'humanité, et non pas l'égyptienne, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a une seule histoire, hein, on est tous reliés. Donc, c'est pour ça que c'est toujours un plaisir pour moi de parler de Hatshepsut, le courage qu'elle a eu, l'audace qu'elle a eue. Ouais. Elle me fait penser à Mulan, je ne sais pas pourquoi, la princesse Mulan. Non, mais je comprends. Mais dans les statues, oui, bien sûr, elle se faisait en sorte qu'on oublie, mais elle s'habillait comme le pharaon, elle n'était pas travestie de tous les jours. C'était juste parce qu'elle savait que ces statues-là allaient rester dans l'histoire de l'humanité. Il ne faut pas que les gens ils disent qu'il y a trop de choses, on n'allait pas lui mettre une robe au pharaon. Bien qu'il parle pas. Ça, c'est une autre histoire. Mais je trouve son histoire est extraordinaire pour montrer qu'on ne va pas t'oublier comme ça. Même si on essaye de t'effacer du granit. C'est grave, ça. En passant, pour effacer un nom sur du granit, lui, il s'est assuré qu'il y avait des gens avec leurs clous là, qui étaient en train de gratter le nom pour être sûr que ça ne reste pas. Malgré qu'ils aient tout fait pour l'effacer de l'histoire, elle s'est rendue jusqu'à nous aujourd'hui. Donc, je trouve ça extraordinaire. Encore une belle histoire de persévérance, quand tu fais des bonnes choses ou tu impactes dans l'histoire, veux ou veux pas, ça va finir par se savoir, ça va finir, ton histoire va être racontée à tous, à la lumière de tous. C'est important. Écoute, Winnie, il nous reste peu de temps, mais avant de terminer, à l'émission, on fait toujours la question pop-up. Voilà. C'est pas en lien avec le sujet, mais Winnie, pour ta question pop-up, s'il y avait une personnalité, j'aime pas trop dire personnage, mais quelqu'un important, une femme de l'histoire que tu aurais aimé être, qui? Oui. Et pourquoi? Oh wow, il n'y a rien qui me vient en tête. Je n'aurais pas voulu être personne d'autre, sincèrement. Il y a beaucoup de personnes que j'aurais beaucoup de choses à leur dire. Alors, mais quelqu'un là. Non, mais non, je n'aurais pas. En fait, ce que j'aimerais, ce serait de savoir qui j'étais avant. Parce que moi, je crois beaucoup dans la réincarnation. Donc, si je suis là en ce moment à vous parler, c'est qu'on devait être là toutes à se parler en ce moment. Mais je crois dans la réincarnation et je sais de sources sûres que ce n'est pas ma première vie. Je suis déjà passée par là. Donc, ce serait plus des choses comme ça qui m'intéresseraient d'essayer de savoir qui j'étais avant que de penser à être quelqu'un d'autre. Cette personne-là, elle a été qui elle était parce que c'était ce qu'elle devait être à ce moment précis. Donc, c'est ça ma réponse. OK, girl, la question pop-up, c'est toi, tu as le choix de réponse que tu veux. C'est bien, écoute, oui, non, on ne voudrait pas que ce soit quelqu'un d'autre, c'est pour ça qu'on est toujours contente de t'accueillir à la table. Oui. Tu amènes des informations, comme j'ai dit au début, super intéressant, super pertinent. Puis on le sait que ça ne sera pas la dernière fois non plus que tu viens nous voir. Prochaine fois, ben, on va recommencer de façon présentielle. On peut se voir donner des câlins. Parler, parce qu'on peut parler de plein de choses, à tellement de choses qui se passent. On peut parler de féminisme, on peut parler de Black Movement, hein, les Black Matters. Il y a plein de choses qui se passent présentement au niveau de la communauté, noire. Puis il faut en parler. Puis effectivement. Il faut se soutenir en tant que femme, homme, enfant, grand-mère, grand-père, tout le monde. Toutes les générations. Exact, parce que c'est un combat de toutes les générations. Exactement.
Winnie, ben, comme d'habitude, j'espère qu'on va t'appeler, tu vas venir nous voir. Oui, oui. Plaisir, ça me fait toujours plaisir. Mais là, prochaine fois, là, c'est moi qui va vous poser des questions avec un quiz. Puis là, vous allez devoir répondre par rapport à tout ce que j'ai dit les 2 fois que je suis venue. Oh, wow! Ça va être notre test, notre examen. Winnie nous envoie aller étudier. Ok, c'est bon, c'est bon. Let's go, Winnie. Ma foi, c'est une affaire balle dans le vide. Non, mais chouchou bol, mais tu sais quoi? En fait, c'est pas bête ce que tu dis, mais moi, de ce que je comprends aussi, c'est que moi, en fait, j'ai fait de nouvelles découvertes. Tu comprends ce que je veux dire? Puis même là, je suis même en train de penser pendant qu'on parlait comme, si faudrait, j'ai un deuxième enfant, puis j'ai une fille, là, comme Zinga, je l'aurais bien, je l'aime bien. Wakari. Non, mais parce que pour de vrai, le nom, ça donne une force encore plus à ton caractère, à la personne que tu es. Exact. Alors, écoute, ce sont toutes les femmes que quête. Ben, tu vois, c'est vraiment intéressant que tu dis ça parce que Zinga, ça veut dire celle qui est née avec ses entrailles autour de son cou. Donc, avec ses entrailles autour de son cou. Donc, elle se battait même avant de naître. Elle se battait pour être là. Donc, le nom. Combattante. Depuis non. Combattant. Combattant pour la cause, ouais. Informations, ce qu'on pourrait te voir parce que tu as une chaîne YouTube, tu es sur Facebook, tu es sur Instagram, tu es everywhere, tu donnes des cours, tu écoutes, tu es là pour la communauté. Je te remercie d'être là pour à la table des femmes, toujours en train de nous encourager. Je t'adore, je te souhaite que du bien, que du succès dans tout ce que tu fais. Merci. Tout d'abord, j'aurais voulu commencer avec ça, mais je voulais vous féliciter officiellement pour votre nomination au gala. Merci, franchement, bravo. La constance, c'est toujours ce que je répète. La constance, discipline pour être constant. Et franchement, respect. Comme on dit chez nous, honneur, respect. Merci. Merci. Yes, cheers.